Bienvenue sur la panafricaine et bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. En Afrique, la plupart des enfants apprennent généralement en français ou en anglais et la lecture joue un rôle essentiel dans leur éducation. Cependant, ceux qui parlent principalement leur langue maternelle peuvent rencontrer des difficultés à trouver des livres dans leur langue. Il convient de souligner que l'Afrique jouit d'une tradition culturelle et littéraire remarquable, comptant de nombreux écrivains qui ont acquis une reconnaissance internationale. Pour stimuler l'amour de la lecture chez les enfants, des initiatives sont prises par les éducateurs au Sénégal et dans d'autres pays africains. Quels sont les défis spécifiques à l'encouragement de la lecture chez les enfants? Quels mécanismes efficaces faut-il mettre en place pour offrir un environnement favorable à la lecture des enfants en Afrique? Des réponses dans ce Talk Afrique. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Amadou Sow. Il est inspecteur principal de l'enseignement formateur au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. En face de vous, nous avons Dr Ibrahima Pierre-Louis Giroux. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences cognitives à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci d'être là. Merci à vous pour cette invitation. Alors, quelles observations avez-vous faites au Sénégal et dans d'autres nations africaines en ce qui concerne la pratique de la lecture chez les enfants, Dr Giroux? Oui, merci beaucoup pour la question. J'ai travaillé, moi, dans beaucoup de pays africains, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est, en Ouganda, au Kenya, sur les mêmes problématiques de la lecture. On voit que pour les 2 premières années, donc, ce qu'on appelle en CI ou en CP, donc les classes d'initiation, les classes préparatoires, on a des scores qui sont très bas par rapport à ce qu'on attend en performance en lecture et en mathématiques chez les enfants, et qui serait lié à un manque de préparation dans la période préscolaire et pré-primaire. Préscolaire, ce serait limitatif parce que ça s'arrête aux enfants de 3 à 5 ans, mais pré-primaire pour prendre en charge toutes les interactions familiales entre 0 et 3 ans, qui sont des périodes clés où le cerveau de l'enfant se développe très rapidement et les capacités doivent être installées très tôt par les parents, mais où les parents n'ont pas conscience de tout ce qu'ils peuvent apporter à l'enfant en termes de préparation au développement cognitif. Et toutes ces lacunes vont aller s'accumuler au niveau de l'école, et c'est pas l'école qui crée les distorsions entre les écoles, c'est bien les familles qui amènent les enfants avec des potentiels différenciés. Après, l'école ne fait qu'aggraver les différences qu'il y a entre les enfants, mais c'est bien les familles qui laissent les enfants aller à l'école avec des niveaux de préparation variables en lecture comme en mathématiques. Alors, il a dit, il a fait beaucoup de pays africains. Je vais vous poser la question. Monsieur Amadou Sow, avez-vous l'impression que les enfants aiment vraiment la lecture? Voilà, merci madame pour cette invitation, et je crois que je vais embrayer dans le même sens de M. Giroux. Et il a parfaitement raison. Si vous voyez tous les tests qui ont été faits au niveau du continent, le niveau de lecture est très bas au niveau de nos enfants. Mais il faut essayer de voir où en sont les causes. Souvent, si vous voyez dans les familles, ce qui est dit partout, c'est que les enfants ne lisent plus. Et tout à l'heure, quand vous me parliez des expériences, et je me suis dit que quand nous nous sommes posé la question au niveau de Mocat Édition Distribution, qui est une maison d'édition de la place, pendant la période de Covid, avec mon directeur, nous avons échangé en tant que conseiller pédagogique. Il m'a dit, mais on est en période de Covid, mais je vois que les enfants vont scotcher sur les tablettes. Et là, ce sera un problème, alors qu'on nous disait que les enfants ne lisent plus. J'ai dit, attention, mais il faut essayer de voir pourquoi nous disons que les enfants ne lisent plus. Ou bien ne lisent pas. C'est une très bonne question. C'était ça la question. Justement, est-ce que vous pouvez y répondre? Tout à l'heure, vous parlez des projets. On va y revenir, parce que vous avez mis en place beaucoup de projets. Justement, répondez. Je reviendrai sur ce projet. J'étais en train d'expliquer sur la question qu'on avait mise sur la table. Oui. Pourquoi les enfants ne lisent plus? Et la réponse que nous avons trouvée, c'est parce que non seulement les livres n'étaient pas à leur portée, mais ils ne le voyaient pas. Quand bien même ils verraient les livres, est-ce que ces livres seraient à leur portée? Voilà sur les 2 aspects sur lesquels nous sommes partis pour mettre en place le projet qu'on avait appelé pendant la période de Covid, la balade du livre, le livre chez vous.
et je reviendrai peut-être sur les stratégies que nous avons adoptées. Mais je voudrais savoir à quel âge est-il opportun de débuter des activités de lecture avec un enfant, docteur Giraud? Pour nous, les activités de lecture commencent depuis le ventre de la maman. Vous voyez, c'est toute la sécurité émotionnelle qu'il faut donner aux parents, pour le cas du Sénégal ou en Afrique, c'est toute la sécurité émotionnelle qu'il faut donner aux parents, notamment à la maman pendant la période de la grossesse. Vous voyez, cet environnement de sécurité émotionnelle fait que l'enfant va naître dans un contexte émotionnel sécurisé. Quand l'enfant n'a plus de soucis sur le plan émotionnel, qu'il se sent aimé, qu'il se sent respecté, qu'il se sent en sécurité, cela laisse la place au développement cognitif. Quand l'enfant ne se sent pas en sécurité, il va prendre toute l'énergie cognitive pour essayer de chercher de la sécurité. Donc c'est comme si vous avez une énergie et une seule. Elle est soit utilisée pour voir si je suis aimé dans mon environnement, soit utilisée pour explorer l'environnement. Donc si l'enfant se sent en sécurité parce que les parents sont en sécurité, il va pouvoir se développer. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi lire? Lire, ce n'est pas déchiffrer les lettres, lire c'est prédire. Vous voyez, quand on est excellent lecteur, on ne voit pas ce que l'on lit, on le prédit. C'est-à-dire que dès que vous changez de contexte dans lequel vous êtes expert, vous commencez à buter sur les mots comme si vous devez réapprendre à lire. Parce que vous avez changé d'environnement sémantique, vous voyez. Donc quand vous êtes dans votre domaine, quand vous lisez, vous ne lisez pas les mots tels qu'ils viennent, vous les prédisez parce que vous savez le mot le plus probable qui va venir. Donc lire, ce n'est pas lire, mais c'est prédire. Lire, ce n'est pas lire, c'est prédire. Et vous disiez que c'est depuis le ventre de la maman. Depuis le ventre de la maman, il faut arriver à créer de la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, c'est quand les informations sont régulières. Il y a des sentiments qui sont réguliers. Cette régularité de l'environnement, c'est une capacité. Qui atteignent par exemple l'âge de 5 ans ou 6 ans, on va dire 7 ans même, ça veut dire que c'est trop tard? C'est déjà très très tard. La lecture, c'est d'abord la sécurité émotionnelle. Il faut se sentir en sécurité. Après, quand on dit très tard, ça ne veut pas dire jamais. Vous voyez, mais c'est quand même tard en termes d'investissement public. Donc il faut investir très tôt dans les capacités des parents à développer les activités de lecture à la maison. Voilà pourquoi j'aime l'idée de cette balade. Il faut rapporter la lecture à la maison, mais c'est d'abord la lecture de la vie comme compétence d'abord. Les enfants lisent la vie, ils savent ce qui est probable. C'est la même capacité qu'ils utilisent pour lire les mots parce qu'ils savent quel mot est aussi probable. Et il y a aussi, les enfants trouvent que la lecture est ennuyeuse, en tout cas pour certains, hein, je dirais même pour beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à développer justement une habitude de lecture saine et positive? Voilà, ça c'est important. Parce que je crois qu'au-delà de l'environnement auquel faisait allusion M. Giraud, je crois qu'il faut aller vers les conditions qui puissent permettre à l'enfant d'aimer la lecture. Parce que l'amour du livre, d'abord, la disponibilité de celui-ci sont des éléments fondamentaux pour moi. Et tout à l'heure, quand M. Giraud parlait de l'environnement déjà du ventre maternel jusqu'à la naissance, mais nous, dans nos pays africains, particulièrement au Sénégal, bon, nous parlons de lecture déjà au niveau du préscolaire. Nous démarrons au niveau du préscolaire par des activités qu'on appelle des activités de prélecture. Mais comme il l'a dit tantôt, la lecture comme activité, disons, cognitive, comme activité à la fois également métacognitive, va au-delà simplement du déchiffrage. Il y a également l'élément de compréhension qui est un élément très important. Bon, ça c'est les aspects purement pédagogiques et d'approche. Et actuellement au Sénégal, dans le cadre de l'apprentissage de la lecture, on parle de la lecture rénovée avec les composantes. Et il faut partir sur ces composantes pour asseoir un bon enseignement-apprentissage de la lecture. Mais nous, au niveau de nos projets, disons, de ce que nous envisageons de faire au niveau de Mokat Édition, distribution, c'est d'essayer de faire aimer la lecture à nos enfants. Il ne suffit pas que le livre soit disponible. Il faut créer l'environnement où sera organisées les activités de lecture. Et c'est dans ce cadre que nous évoluons avec certains partenaires de la capitale. Ça veut dire aussi, bon, je comprends, hein, vous parlez des partenaires, mais moi je voudrais revenir sur l'aspect parent. Les parents ont un rôle à jouer, essentiel même,
afin que les enfants aiment bien la lecture. Et tout à l'heure, il parlait depuis le ventre de la maman, mais je pense qu'en Afrique, on a une autre méthodologie, c'est que les mamans chantent. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi quelque part éduquer ces femmes-là, ces mamans, au lieu que ce soit seulement les chansons, mais également la lecture? Oui, mais on est dans la lecture. On n'est pas dans la chanson. Oui. Mais ce que vous dites est très intéressant. Parce que d'ailleurs, quand je vous parlais tantôt de la balade du livre, le livre chez vous, c'était pendant la période de Covid, on s'est dit, nous allons essayer de créer un environnement où nous allons mettre à disposition des livres à prix coûtant. Et nous sommes spécialisés en livres de jeunesse. Mais vous voyez, ce qui nous est arrivé extraordinaire, quand nous avons présenté l'idée, la balade du livre chez vous, je vous donne un exemple. Il y a une banque de la place, que je ne citerai pas, qui ont une association. Quand ils ont vu le projet et l'idée, mais on leur a proposé des bibliothèques familiales. Des bibliothèques familiales à moins de 50 000 francs. Vous avez une vingtaine de livres pour enfants. Et la famille peut, au lieu, puisqu'il était interdit de sortir, la famille pouvait s'organiser autour de la maison, dans le salon, et échanger des livres. Et c'est des livres de jeunesse qui intéressent les enfants avec des thématiques. Et ce que vous disiez tantôt par rapport à nos traditions, c'est sur cette base que nous sommes partis également aujourd'hui pour organiser ce que nous appelons les ateliers de lecture et de conte. Nous sommes partis du conte parce que le conte est important. Partir du conte dans des espaces aérés, comme le Centre culturel français, l'autoroute à péage total, à la FNAC. On a choisi des espaces bien spécifiques pour permettre aux enfants de venir dans ce cadre et déjà d'avoir envie, à partir du cadre, d'ouvrir le livre et d'écouter les contes. Et souvent, nous anticipons. Les familles acquièrent le livre d'abord et il y a déjà un conteur qui est là et qui a déjà le livre à conter et les enfants viennent, ils lisent le conte et échangent à travers la lecture avec le conteur. Ça veut dire que, docteur Giroux, les légendes ou encore les contes africains jouent un rôle important dans la psychologie de l'enfant. Oui, les contes africains sont extrêmement puissants à bâtir une structure de personnalité qui va avec l'ensemble des capacités cognitives dont M. l'inspecteur est en train de parler. Dans le conte, vous pouvez éduquer sans violenter. Vous pouvez éduquer sans humilier. Vous voyez, la faute n'est pas portée par l'enfant, la faute est portée par un personnage. Vous voyez, le monde est sécure parce que dans le conte, la nature est toujours bienveillante. Donc il y a tellement de choses dans le conte africain qui permet de stabiliser la personnalité et donc de lutter a priori et d'anticiper donc les phénomènes de maladie mentale qui viennent à l'âge adulte et à l'âge pendant l'adolescence. Donc si on laisse de côté les contes, nous laissons le patrimoine le plus puissant dont nous pouvons disposer pour ériger une population de qualité. Donc les contes sont importants. Les contes permettent de rendre évident certaines règles de la vie. Dans ce que je suis en train de dire, c'est l'idée de montrer des choses régulières, les régularités. La vie doit être organisée. C'est l'idée que la vie n'est pas chaotique. Vous voyez, les jours se succèdent. Il a fait nuit, demain il fera jour. Il fait jour, il fera nuit. Cette succession des choses, cette expérience de la vie crée des connaissances. Okay? Le conte permet de montrer que la vie est régulière et la régularité de la vie permet à l'enfant d'explorer l'environnement. Cette capacité de lire la vie. Il faut que la vie soit lisible, que les événements soient prédictibles. Et lire la vie, ça revient à ce que je vous disais, les premières compétences en lecture, ce n'est pas le déchiffrage, c'est la capacité à prédire les événements. Exemple, quand le bébé pleure, il voit que la porte va s'ouvrir. Si la porte s'ouvre, maman va entrer. Si maman entre, elle va me donner le sein. Si elle donne le sein, je vais me sentir bien. Vous voyez, il prédit les événements de cette manière. C'est cette même compétence que l'enfant va utiliser pour prédire les mots qui vont venir, vous voyez, dans les phénomènes de lecture. Comment les parents et les communautés peuvent-ils être impliqués de manière proactive dans la promotion de la lecture chez les enfants? Moi, je serais à un niveau inférieur à celui de mon doyen. Moi, je suis dans le niveau vraiment inférieur. Il faut que les parents soient renforcés à rendre l'environnement simple et lisible. Pour cela, il faut que les parents tiennent leurs promesses. Quand vous promettez quelque chose à votre enfant, il faudrait tenir votre parole. C'est ça qui fait que le monde est sûr et prédictible.
quand le parent ne tient pas sa parole, le monde n'est plus sûr, il n'est plus prédictible. Vous voyez, donc nous sommes dans les compétences avant la lecture, en prélecture. Vous voyez, réduire le nombre de règles dans la maison. Quand l'enfant ne peut pas toucher ça, il ne peut pas toucher ça, il ne peut pas toucher ça, il ne peut toucher à rien, il ne peut pas grandir. Vous voyez, donc il faut limiter le nombre de règles, il faut que le parent se montre enthousiaste, qu'il ait confiance dans la vie et qu'il ait confiance dans la capacité de son enfant à se développer sur le plan cognitif. Mais on voit aussi les parents qui sont très occupés, Monsieur Amadou Ousso, et ils n'ont pas le temps pour leur enfant, ils sortent le matin, bon c'est un peu normal aussi, il faudrait bien qu'on travaille. Et ils rentrent tard, les enfants dorment. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là pour que ces enfants, justement, les enfants aiment bien la lecture? Merci madame. Vous me permettrez de revenir un peu sur les aspects de prédictibilité dégagés tout à l'heure et soulignés par le docteur Giraud. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Et moi et nous, lui, il disait qu'il est en deçà de ce que j'étais en train de développer. Mais ce qu'il dit est intéressant dans la mesure où nous essayons de réaliser ces aspects de prédictibilité à travers l'activité de lecture même. Vous voyez, certes, ça peut être encore plus difficile. Et souvent, ce qui intéresse les parents, comme vous dites, pour revenir à votre question, c'est que quand nous lançons, par exemple, une petite publicité pour dire les journées culturelles ou les journées de lecture de Moukat, édition, distribution, mais il y a les parents, comme vous dites, qui nous disent, mais ça c'est intéressant, c'est pour combien de temps, c'est pour le week-end, ou bien c'est... Alors, comme vous dites, nous sentons que le parent n'a pas le temps, déjà d'encadrer son enfant dans ses activités de lecture, encore moins de créer l'environnement de lecture. Ce qui fait que nous, ce que nous cherchons, c'est d'essayer de trouver cet environnement pour leur enfant et leur permettre d'acquérir, surtout l'acquisition du livre. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est que les livres soient entre les mains de l'enfant. Mais entre les mains de l'enfant, en quelle langue? Peut-être que là aussi ça pose problème. Quand on parle de lecture, on a l'impression que c'est seulement les livres en français ou en anglais, mais vous conviendrez avec moi qu'il est important que ces livres aussi soient en langue locale. Mais madame, il faudra que nous entendions sur un aspect par rapport à la réalité linguistique de notre pays. Là, vous parlez du Sénégal. Ah oui, bien sûr, du Sénégal. D'accord. Là où nous sommes au Sénégal, il faut comprendre le fonctionnement de nos réalités linguistiques. Et certes, dans notre système éducatif et de formation, Inch'Allah, dans les années à venir, nous allons vers ce que nous appelons le MOEPS, qui est un modèle harmonisé d'enseignement bilingue. Mais avant d'y arriver, il faut reconnaître que l'enfant qui va à l'école pour y apprendre à lire une langue qui n'est pas sa langue de première socialisation. Vous voyez? Et quand bien même, ce qui est important d'ailleurs pour cette réforme qui va venir au Sénégal, c'est que nous allons mettre dans le système la langue de l'enfant. Pour le moment. Mais quelle langue? On a beaucoup de langues. Le Sénégal a beaucoup de langues locales. On a 30 langues répertoriées. Et il y en a 22 qui ont été déjà codifiées. Sur les 30 répertoriées, 22 ont été codifiées. Et pour l'expérimentation, nous allons d'abord mettre dans le système les 6 premières langues qui ont été codifiées. À savoir le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Mandinka, le Diola et le Soninké. Voilà les 6 premières langues qui ont été codifiées et qui seront mises en branle dans la réforme. Mais ce que vous disiez est important parce que l'enfant qui va à l'école, on y apprend la langue officielle qui est le français. Sur tout ce que nous avancions tantôt, moi, j'ai développé mes arguments par rapport à la langue française. La langue française que je considère d'ailleurs comme un patrimoine du Sénégal. On ne peut plus parler de la langue française, certes langue seconde au Sénégal, mais pas comme langue étrangère.
D'accord. Alors, avec vous, docteur Giraud, puisque nous parlons de lecture, comment encourager nos enfants à aimer la lecture? Vous avez mis en place un projet dénommé, un projet de recherche dénommé le Baobab du capital humain. Je pense que tout à l'heure, vous avez abordé quelques points déjà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait ce projet pour aider également toutes ces personnes qui nous suivent? Oui, ça me permet de dire quelque chose par rapport à ce que mon doyen disait tout à l'heure. C'est que malheureusement, l'utilisation du français comme unique langue d'apprentissage, c'est pour ça que le mot ça va être important, nous a causé pendant des décennies l'équivalent en perte, l'équivalent de 100 000 ans minimum perdus chaque année en termes de capital humain. La langue française nous a causé une perte minimale de 100 000 ans de capital humain chaque année. C'est le strict minimum que l'utilisation du français nous a causé comme dommage en termes de capital humain. Ça, il faut bien savoir ça, parce qu'en fait, et c'est une violence institutionnelle que d'enseigner à nos enfants dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et donc, quand vous les évaluez, vous ne savez pas si vous évaluez vraiment leurs compétences techniques ou est-ce que vous êtes en train d'évaluer leur niveau dans une langue. Oui. Oui. Donc, nous avons perdu l'équivalent minimum de 100 000 ans de capital humain chaque année. Et tant que nous n'aurons pas intégré définitivement et résolument nos langues comme unique langue d'enseignement, c'est-à-dire pas le français, mais nos langues locales, nous allons continuer à creuser cette perte en volume de capital humain. Et ça me permet de réagir sur le projet dont je vous parle, qui est donc le projet de le Baobab du capital humain, qui s'intéresse à faire le lien entre les compétences dans le domaine supérieur, donc l'université, et ce qui se passe dans le ventre de la maman. Ça paraît un peu, vous voyez, un peu bizarre, mais en réalité, ce qui se passe dans nos universités, on peut le rattacher à ce qui se passe depuis cette période de la grossesse, où les parents ont vécu le stress. Si vous prenez le cas de la génération Covid, quand les femmes enceintes ont vécu les pics de stress, les familles ont vécu le stress et que les familles ont été dépourvues des moyens psychologiques d'éduquer leurs enfants en toute sérénité, on a perdu un volume incroyable de capital humain puisque nos enfants ont eu peur et que quand vous avez peur, vous n'êtes pas intéressé à combien font 2 plus 2. Vous êtes intéressé à aller voir où est-ce que vous serez en sécurité. Dans votre concept aussi, vous expliquez c'est quoi lire, voilà. Qu'est-ce qu'il faut lire. Voilà, c'est ça, exactement. Ça. Et ça commence par les émotions. Tout commence par les émotions. On lit comme on se sent. Ouais. On mange comme on se sent. On apprend comme on se sent. On enseigne comme on se sent. Et quelle est la place de la technologie? Aujourd'hui, on parle des livres audio. Est-ce que vous pensez que c'est un danger pour les enfants? Un danger, tantôt quand je parlais du fait que les enfants pendant la période de Covid étaient scotchés aux tablettes, vous voyez, les tablettes, il y a le danger par rapport à la vision. Et ça peut créer des dégâts au niveau de la vision des enfants. Peut-être le livre audio, on en parle, c'est pas mal, mais il est intéressant de faire aimer la lecture aux enfants à travers le livre physique. Ça, c'est important. Et je crois que, comme le disait tantôt le docteur Giraud, vous savez, les enfants, vous ne pouvez pas détecter leurs compétences ou leurs capacités tant que vous ne les jugez pas dans leur langue de première socialisation. Et malheureusement, les livres en langue nationale, moi je suis un militant des langues nationales. D'ailleurs, toutes mes recherches, c'est des recherches dans les langues nationales. Mais je disais tantôt que le français, aujourd'hui, moi, c'est une langue que je considère comme un patrimoine du Sénégal, qui a été la langue de colonisation, certes, mais qui est notre langue officielle. Et aujourd'hui, ça doit faire un grand travail pour revenir encore par rapport à tout ce qui est officiel, installer les langues nationales. Mais il faut y aller. Est-ce qu'il faut pas trouver aussi des thèmes qui explorent un peu, je veux parler des animaux par exemple, parce qu'il y a des enfants qui aiment bien les animaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte de ça? Ah, mais bien sûr. D'ailleurs, dans l'approche linguistique de première socialisation chez l'enfant, ce qui est requis, c'est que les thématiques que vous développez soient des thématiques conformes à l'environnement de l'enfant, comme il disait tantôt. Pas seulement les animaux, hein, ça peut être aussi des lutteurs comme au Sénégal. Oui, les animaux, les aliments,
L'environnement culturel, vous en avez parlé tout à l'heure. Les contes, on en avait parlé au début. Comme Caravane la sorcière, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et surtout les mythes fondateurs. Moi, je crois que récemment, il y a un auteur sénégalais qui a écrit un recueil des mythes fondateurs, qu'il a appelé Génie. Et ça regroupe l'ensemble des génies tutélaires de la région de Dakar, que nous avons connus étant enfants. On nous parle des génies Legdaour, Mam Kumbabang, Mam Kumbalamba. Au Sénégal, toujours. Au Sénégal, à Dakar particulièrement, c'est des génies mais c'est tutélaires. un travail qui reste aussi à faire. Hein. C'est pas seulement au Sénégal, on parle de l'Afrique de façon générale. Oui, mais tout le monde doit s'y impliquer. On est d'accord. Par contre, on est arrivé à la fin de cette émission. Amadou Sow, vous êtes inspecteur principal de l'enseignement formateur au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci madame de m'avoir invité à ce plateau avec le docteur Giroux. J'ai trouvé l'analyse qui m'a ramené sur bien des aspects intéressants sur l'environnement et la prédictibilité en termes de lecture. Intéressant. Et effectivement, docteur Ibrahima Pierre Giroux, merci à vous. Vous êtes enseignant, chercheur en sciences cognitives à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'était un réel plaisir. Merci pareillement et merci aux doyens. Oui, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Média et prenez soin de vous et des autres.